pas plus ancienne, plus respectable qu'une autre vie. De même qu'une vie n'est pas supérieure à une autre vie. Nous sommes au XIIIe siècle, dans ce qu'on appelle l'Empire mandé. C'est peut-être la première fois, point positif, que nous avons une trace de la résistance en terre d'Afrique. En règle générale, on évoque les résistances sur les côtes, lorsqu'on capturait les Africains, sur les bateaux, sur les plantations. On évoque moins les résistances en terre d'Afrique. Nous sommes bien en 1212, lorsqu'il y a la rédaction de cette charte, une charte qui va être prononcée 10 ans plus tard, en 1222, lors du passage de la comète de Halley, qui avait illuminé le ciel du Mali. Les anciens rapportent cela. Et ce texte, c'est Youssouf Tata Cissé. Là, il y a une faute. Lorsqu'on dit parfaire, il n'a pas réécrit le texte. Il a retranscrit le texte. Il y a une nuance là-dessus. Lorsqu'on dit qu'on veut parfaire l'exposition, c'est de reconnaître que voilà ici à Nantes, le principal port négrier de France qui reconnaît à travers cette plaque les traces d'une résistance en terre d'Afrique contre les esclavagistes venus d'ailleurs, et là, c'est plutôt la traite arabo-musulmane. Et la charte du Mandé, la faire vivre pour réaliser que, au-delà de toutes les limitations qu'on pourrait observer dans cet univers carcéral dans lequel on est chaque jour mené, nous avons un héritage en partage et c'est celui de créer la liberté. Une liberté qui, d'un océan à l'autre, du nord comme au sud, de l'invisible vers le visible, est en capacité d'être manifestée. Chacun ici est venu pour libérer des captifs, libérer des mémoires retenues en captivité. Lorsque un centre de rétention administratif à Nantes doit être créé, lorsque une état de mémoire rend encore captives tellement de femmes violées, d'utérus arrachés, en terre de Kivu, lorsque chacune et chacun peut voir que l'Union européenne commandite des crimes par l'intermédiaire de textes de loi, comme à l'époque, la demande appelait en fait l'offre. Et la véritable difficulté qui nous est donnée d'affronter, c'est d'avoir un récit qui nous dit que c'est l'existence de l'esclavage en terre d'Afrique et des chefs corrompus qui ont entraîné le développement du système, lorsqu'à chaque moment on voit comment et combien de fois le même univers carcéral nous entraîne. À fond de cale de navires négriers, entre ponts et entre ponts, on est en fait mené, chaîne, emmené vers des exploitations, des habitations qui en fait finissent par être incarnées dans nos visions du monde. Et aujourd'hui, plus que jamais, dans la relation avec ce monde, c'est d'outre-tombe que viendra les voies et la voie qui nous mènera vers ce moment de libération. Libre, ivre de liberté. C'est ainsi que l'on se laisse mener vers une autre vision de la société dans laquelle on est appelé à manifester. Et Maronne est la pensée qui vient libérer, briser les chaînes et nous laisser inventer et crier Ingeta où qu'on soit. Ingeta. Ingeta. Vous allez dans Katia Kilombo. Dans chaque Kilombo. C'est pas un hasard qu'on se rencontre. J'aimerais savoir si Monsieur Jean-Luc Mélenchon, nous avons l'honneur de recevoir. J'aimerais savoir si vous vous souvenez à quel endroit vous étiez le 4 février 2017. 4 février 2017.
Je me trouve champagné. Bien. Incroyable. Bien. Alors là, maintenant, on va montrer la cohérence qu'il y a entre ce travail que nous sommes en train de faire, que nous avons amorcé sans le savoir. Nous nous sommes soutenus sans se le dire, et on continuera à se soutenir sans se le dire si on reste intact. Vous savez, regardez ce programme. Nous l'avons initié à Nantes et ça débute le 4 février. Pendant un mois, c'était la première fois qu'une grande partie des organisations, des associations se mettaient ensemble et débutaient le programme le 4 février. Ça veut dire que dans notre mémoire, nous savons que cette date, nous devrions la faire vivre. En fait, ça c'est l'autre volet de notre affiche. On vous le rend d'ailleurs. Là, c'est l'autre volet de notre affiche. Je vous montre ce plan. C'est marqué de Nantes à Je joue. à Fort-de-Joux. Toussaint Louverture. Nous sommes dans les Jura. Fort-de-Joux, Toussaint Louverture. Ah, Indeta. L'arbre de la vie. Et juste à côté, il y a Champagné. À côté. Ben, écoutez, dans notre tracé, il y a Champagné. Ne confondez pas la Saône-et-Loire, la Haute-Saône et le Jura. Pour nous, toute cette zone-là, il y a eu des gens qui se sont levés et qui n'ont pas attendu qu'on leur dise. Il paraît qu'il y a eu des lumières qui ont dit il faut qu'on dénonce cela. Il n'y a pas de logiciels qui nous feront dire qu'à une certaine époque, il y avait des gens qui avaient des cerveaux différents. Et c'est cette manière de raconter l'histoire, médiatiquement, de parler d'anachronisme, de dire qu'à l'époque, les gens pensaient autrement, c'est la raison pour laquelle on ne pouvait pas, il fallait attendre la pensée des Lumières. Sauf que lorsque, dans la charte du Mandé, l'article 2 dit « Tout tort causé à un individu exige réparation », nous posons la question des réparations en terre d'Afrique, déjà. Au XIIIe siècle. Alors, pourquoi j'ai tenu à montrer cela? Parce que Fort-de-Joux, Champagné, et puis à côté, il y a Moiran en montagne. Ça, c'est très très important. C'est l'un des éléments clés même de notre rencontre là aussi. Parce que là, il ne s'agit pas du tout de parler des résistances africaines. Il s'agit de Moiran en montagne et puis de Moiran. Un moine capucin qui était envoyé à Cuba pour évangéliser les nègres, comme on disait, avec son ami Francisco José de Jaca, qui était lui espagnol. Je vous parle des mémoires d'Épiphane de Moiran qui sont mises à la disposition de tous les historiens et qui exhumaient le travail d'Épiphane de Moiran en 2014. C'est le professeur Luis Alamonas. Et ça fait quelque temps que nous faisons des campagnes pour faire connaître cette figure qui, arrivant à Cuba, constate avec son ami l'horreur du crime, mène des combats jusqu'à la cour royale, demande non pas simplement qu'on stoppe l'esclavage, mais parle des réparations, parle de la lumière de la raison. Ça, c'est Épiphane de Moiran. Et nous sommes en 1682. Ça veut dire 3 ans avant la promulgation du Code noir. Alors, dites-vous bien que si nous prenons le pouvoir, ben oui, si nous prenons le pouvoir, nous serons bel et bien obligés de revoir un certain nombre de choses parce que c'est la base de l'éducation.